On commence et... ouais. Allez, on va démarrer. Bonsoir à tous. Donc, merci d'être là pour cette dernière conférence de 2024. Cécile va terminer l'année. Donc, un grand merci, Cécile, d'avoir accepté de venir de Lisbonne. Donc, elle va nous raconter, mais sa vie est désormais à Lisbonne. Donc, on organise cette conférence dans le cadre du programme Makila Makita, qui concerne un peu tous les aspects sur ce qu'on appelle la professionnalisation. Mais l'important pour nos étudiants, et on est très heureux d'ouvrir ces moments au public, c'est que vous rencontriez des ex-étudiants. Alors, en l'occurrence, Cécile est une étudiante de notre école, mais on aurait pu inviter d'autres étudiants. Mais c'est important pour nous aussi de garder des contacts avec eux. Et donc, ce n'est pas des modèles, mais c'est des exemples de continuité de parcours. Voilà, et qu'aujourd'hui, dans le monde du travail, ils nous racontent un peu comment ça se passe. Mais je pense que Cécile va nous raconter plusieurs étapes. Enfin, les choses ne se font pas forcément directement. J'en profite pour vous signaler que Cécile fait partie des portraits. Donc, il y a eu une édition qui a été faite avec le G8, qui est notre association des écoles supérieures d'art et des classes préparatoires en Nouvelle-Aquitaine. Donc, il y a Bordeaux, Poitiers-en-Coulem, Potarbes et Limoges. Et donc, chaque école a choisi 6 anciens étudiants et c'est des portraits. Donc, on est très heureux aussi et très fiers de cette édition. L'enjeu étant aussi de raconter, parce que c'est toujours la grande question qu'on nous pose, à quoi servent les écoles d'art, qu'est-ce qu'on fait après, quel métier. Et donc, ça répond un peu à cette question et on a fait en sorte que les portraits soient très différents. Et nous, on est très fiers de nos formations et très fiers de nos anciens étudiants. Donc, je vais laisser la parole à Cécile et puis on gardera un temps pour les questions. Ben merci pour cette présentation. Alors moi, aujourd'hui, ce que j'ai choisi, donc voilà, ce titre, l'assiette peut-elle faire sculpture, un peu comme fil conducteur de mon parcours. Voilà. Donc pour moi, créer, c'est bien plus que produire. C'est vraiment oser se réinventer. Et donc ce qui compte, c'est pas seulement ce que l'on crée, mais comment et pourquoi on le crée. Donc voilà, c'est assez simple, mais c'est pour moi vraiment une évidence. Et donc je vais vous parler un peu de 3 grands points. Donc la richesse du processus créatif, de trouver un équilibre entre les rôles. Donc voilà, artiste, dans mon cas, entrepreneuse et maman. Mais voilà, de savoir jouer en fait entre tous les rôles qui constituent notre vie. Et les compromis nécessaires pour maintenir aussi une certaine liberté. Donc ça, voilà, c'est les 3 points sur lesquels j'aimerais, dont je vais parler. Donc moi, je suis originaire du Pays Basque, donc j'ai fait les AD Rocailles en 2011. Et ensuite, comme il n'y avait pas de master, moi, je suis partie en Suisse, à l'ECAL, pour faire du coup les 2 dernières années. Donc j'ai fini en 2013 et ensuite je suis un peu rentrée ici et puis je me suis dit qu'est-ce que je vais faire ? Et l'opportunité s'est présentée à moi de partir au Portugal faire une résidence dans une usine de céramique, donc vraiment de porcelaine et tout ce qu'il y a de plus classique en termes de production, d'artisanat, une grande institution donc, qui s'appelle Vista Alegre. Et donc j'ai participé à cette résidence un petit peu avec le prétexte d'avoir une exposition prévue à Bayonne, à la galerie du Second Jeudi. Et donc ils ont accepté de produire des pièces. Donc je leur ai montré un peu le travail que j'avais fait pour mon diplôme. Et c'était des petites sculptures géométriques un peu comme celle-ci. Et donc je suis allée dans leur atelier de modelage et j'ai en fait ces sculptures en plâtre. Déjà, c'était des sculptures en plâtre et ils m'ont juste dit il suffit de faire un moule et on obtient un vase. Donc, du coup, j'ai appris toute cette technique dans les meilleures conditions, j'ai envie de dire, parce que j'étais dans l'usine
vraiment avec des artisans qui font des tonnes de moules par an, par jour. Enfin, ils passent leur vie là-dedans et de voir tout le processus. Bon, donc là, c'est à la sortie des moules, en train de sécher. Bon, j'ai pas toutes les photos de toutes les étapes. Mais voilà, là, vous avez les pièces finies qui, du coup, se sont retrouvées exposées dans la galerie. Et donc voilà, je vous montre. Donc il y avait les pièces qui étaient pour le coup toutes déjà utilitaires, j'ai envie de dire, sauf la petite là sur le côté, qui restait une sculpture. Donc aussi dans cette phrase de l'assiette peut-elle faire sculpture, c'est aussi pour vous montrer un peu ce pont que je fais sans arrêt dans mon travail entre ça, l'utilitaire ou pas, ou l'objet, en fait, où finalement on s'en fiche un petit peu. Okay. Et donc voilà, donc l'expérience en termes de fabrication et le processus, c'est vraiment une richesse pour moi, et où finalement tout est choix et tout est expérience. C'est-à-dire tout ce que je vais créer dans mon atelier en jouant, en faisant des erreurs. Donc voilà, ça c'était ensuite, après la résidence à Vista Alegre, j'ai décidé de m'installer au Portugal, où finalement il me semblait qu'il y avait des... Enfin voilà, c'était chouette. Du coup, je me suis dit, allez, on y va. J'ai trouvé un atelier assez facilement, rapidement, et c'était accessible. Et ça m'a beaucoup plu. Genre juste, voilà, au début, j'avais pas une idée fixe, mais c'était juste d'avoir un temps, de me dire, bon, là, je prends un atelier, je me mets au travail, je m'amuse, je fais des choses. Et donc, je trouve que c'est important de vraiment être dans l'expérimentation sans se focaliser sur le résultat final, et d'avoir juste peut-être un cadre de départ en se posant la question de voilà comment je m'insère dans le chemin artistique, et ce que j'en fais, c'est ma responsabilité, c'est-à-dire je peux m'amuser, je fais ce que je veux, je n'ai pas besoin de le montrer. Enfin voilà, on est dans un processus, et puis on voit bien après comment ça marche. Donc là, j'ai fait toutes ces petites sculptures, pas mal d'essais. J'ai fait des trucs très moches, je tenais à vous montrer aussi, voilà, parce que c'est bien, avec le recul, de se dire, tiens, ça c'était terrible. Et voilà, après là, c'est juste pour vous montrer les deux formes géométriques, c'était des chandeliers, donc voilà, c'était un peu chercher des choses. Et en parallèle de ça, j'ai quand même continué à travailler sur d'autres pièces. Et il y avait eu cette sculpture ici, entre la villa Bénéatrix, c'est ça? Non, Béatrix Sénéa. Et à Pampelune, on avait fait une double exposition. Donc voilà, et ça, c'était vraiment des recherches que j'avais faites. Ça, c'est les petites sculptures de mon master. Donc, c'était toute une installation avec pas mal d'objets différents. Donc là, c'est les petites sculptures que vous avez vues au début, où j'avais fait ça dans mon atelier sans trop savoir. Et en fait, déjà à l'époque, j'étais assez motivée et j'avais envie de montrer les choses. Donc quand je suis arrivée à Lisbonne, j'ai un peu cherché des espaces pour pouvoir montrer le travail. Et donc là, j'avais trouvé ce lieu. Donc c'est des ateliers, et en dessous, ils avaient une salle d'exposition. Les socles, j'avais trouvé un partenariat avec un producteur de Liège, qui m'avait du coup gentiment prêté tous ces blocs de liège qui sont juste de la matière brute, donc ensuite qui vient pour être travaillé. Donc voilà, pour eux, ça les engageait pas à grand-chose. Et comme j'avais vu ce matériau dans des expositions de design ou même dans des constructions de maisons, je trouvais ça assez intéressant, même par rapport à l'échelle des petits objets en céramique et ce gros bloc de liège, mais qui reste un matériau assez noble finalement. Ouais. Voilà, donc là, on arrive dans une autre étape. C'est un peu toujours ce pont entre l'atelier et les expositions et les recherches. Donc là, ce qui s'est passé, il y a toujours un peu cette question, à partir du moment où je suis arrivée au Portugal et que j'ai commencé dans cette résidence, il y a toujours eu cette question entre l'art, l'artisanat, que la frontière était assez floue,
Et la céramique, en fait, est un langage d'expression, mais c'est aussi un matériel qu'on utilise beaucoup au quotidien, sans même parfois s'en rendre compte. Et du coup, la question, c'était un peu de déjà commencer à jouer avec ces deux aspects. Et donc là-dedans, à partir de 2016, c'était un petit peu comment trouver un équilibre justement entre ces rôles et créer du temps pour soi, et en même temps d'essayer de trouver une économie, parce que finalement, dans toutes les recherches que j'avais faites avant, c'était pas forcément ça qui m'apportait une économie financière, enfin une stabilité financière. Et donc là, à ce moment-là, je suis tombée enceinte, et donc j'ai eu mon premier enfant en 2016. Et que ça a été quand même un tournant assez fort dans ma vie, parce que je m'étais dit que je resterais un petit peu avec lui et tout ça. Et en fait, au bout de 6 mois, j'en pouvais plus. Et donc, ça m'a donné un boost de me dire non, il faut que je trouve une solution, que j'ai un atelier, qu'il y ait quelque chose qui finance pour que moi, je puisse faire autre chose à côté. Enfin, voilà, en fait, dans cette espèce de face à face avec un enfant, on se dit waouh, en fait, je m'attendais pas à ça. Enfin bon, voilà, on reçoit ça chacune d'une façon. Et moi, ça m'a vraiment créé ça. Et donc, je me suis dit que j'allais faire un crowdfunding, parce qu'avant ça, j'avais fait un projet pour la Fondation de France qui avait refusé. Je me suis dit, j'ai quand même passé 3 mois à préparer un dossier. Et ça m'avait bien... Donc je m'étais dit, je vais quand même essayer de le renverser, tout ça, en quelque chose de positif. Et donc j'ai juste appliqué ça sur une plateforme de crowdfunding, et j'ai réussi à avoir l'argent qu'il fallait pour acheter un four. Et donc du coup, j'ai ouvert le premier atelier à Lisbonne. Et ce que j'avais noté aussi pendant tout le temps avant ça, j'avais vraiment senti qu'il y avait un besoin pour les céramistes, artistes ou utilitaires, peu importe, qu'il n'y avait pas de four disponible à Lisbonne, que c'était super difficile de cuire des pièces, parce que la céramique au Portugal, à ce moment-là, était vraiment liée à la fabrication, à l'usine. En fait, il n'y avait pas de place il n'y avait pas de petits ateliers, il n'y avait pas de choses, artisanat de proximité, j'ai envie de dire. C'était beaucoup des fabriques, des usines. Et donc, pendant toute cette période, à me dire qu'est-ce que je vais faire pour m'en sortir, et c'était un peu... je me suis dit, voilà, il y a vraiment ce besoin. Si moi, je l'ai ressenti, d'autres personnes en auront sûrement besoin. Donc, du coup, j'ai ouvert ce premier atelier. Et ça a pas mal fonctionné, oui, parce que du coup, j'accueillais des gens qui venaient juste pour travailler et cuire leurs pièces. J'ai aussi commencé à donner des cours. J'ai aussi appris le portugais en donnant des cours de céramique. Ça a été tout un mélange de choses, mais c'était assez chouette. Et donc voilà, là un peu l'idée, c'est d'être aussi alerte à ce qui se passe autour de nous et de s'adapter, de répondre aux besoins qui sont les nôtres, mais qui peuvent être aussi ceux de quelqu'un d'autre. Et après, donc il y avait dans tout ça... oui, en même temps, du coup, j'avais fait aussi cette exposition dans une galerie à Lisbonne. Donc là, c'était un peu autre chose, mais il y avait déjà de la céramique. Et donc après, le premier atelier est devenu un peu petit, donc j'ai déménagé pour un autre espace. En fait, j'avais envie de vous montrer les différents ateliers pour montrer la progression. Donc ça, c'était en 2007. Et donc toute cette période, c'était un peu... c'est vraiment jongler entre toutes les choses. Hein. Donc voilà, il y avait des recherches plus colorées, des choses, et à côté, il y avait des productions assez ennuyeuses d'assiettes, mais qui étaient déjà au service du temps que je pouvais après avoir pour m'amuser à faire des recherches, des mots, de couleurs. Donc ça, c'est là où on donnait les cours de tours. Ça, c'est toutes les pièces qu'on peut, dans toute cette recherche entre des pièces plus culturelles, utilitaires, ou peu importe, mais voilà. Mais ce que je trouve intéressant aussi, ce que ça m'a apporté, tout ça, c'est de me dire qu'en fait, il y a certaines périodes, bon là c'est un peu, ça jongle un peu entre les deux, mais c'est des périodes qui sont moins productives ou qui ont l'air moins productives, où on se dit, mais en fait mon travail
artistiques ou les pièces plus artistiques que j'ai envie de faire, pour l'instant, je les mets de côté parce que voilà, j'ai besoin de payer les choses, d'avoir une économie. Et en fait, elles nourrissent aussi les autres aspects de la vie. Et c'est ça qui sur le coup, peut-être on ne le voit pas et on est un peu frustré, mais en fait, au final, ça aussi frustre. Et donc, dans cette frustration, après, la créativité, elle revient encore plus forte. Et donc, j'ai essayé de trouver en fait, le moyen de m'amuser dans la contrainte. Donc, j'avoue, je préférais faire des assiettes que donner des cours, mais bon, c'est aussi propre à chacun, mais parce que c'était assez fatigant de donner des cours. Ouais. Donc, je vous comprends. Et donc, voilà, tous les secteurs et tous les projets se nourrissent entre eux. Et tous les projets abandonnés peuvent être aussi revisités après un temps de réflexion. Donc, c'est important de garder en tête toutes les idées qu'on a pu avoir. Parce que si elles ne sont pas arrivées à un moment donné, elles peuvent arriver plus tard et elles seront nourries par tout ce qui s'est passé entre tout ça. Et donc ça, voilà, ça c'était un essai aussi d'objet, cette marque de marbre qui m'avait demandé de faire une lampe. Donc ça, c'était un peu improbable, mais voilà. C'était assez marrant comme exercice. Donc là, c'est du marbre. Et du coup, les assiettes. Donc les assiettes que j'essaye toujours de photographier de manière assez... pour les sortir un peu de leur contexte premier. Donc en général, j'aime pas trop mettre de nourriture à l'intérieur. Et donc les photos sont souvent faites par Amy Martens, donc qui est aussi quand même qui a un très grand rôle à jouer dans l'esthétique des photos. Et c'est vraiment important pour moi la manière dont elles sont montrées. Et je fais pas souvent du coup de sessions photos et tout ça parce que j'ai envie qu'elles soient aussi assez pensées ou fortes, et parce que aussi des fois j'ai juste pas le temps. Et aussi par rapport à la posture qu'on a, je trouve que c'est important de s'autoriser à oser faire des choses dont c'est pas forcément là où on était en train d'aller, mais de le faire si on en sent un peu l'envie, et donc d'avoir de la sensibilité, un regard critique et une créativité sans pression. Et c'est vrai que la fabrication de l'assiette me permet ça. Et donc aussi pourquoi j'ai commencé à faire des assiettes, c'est très simple. C'était pas une volonté propre, mais à Lisbonne, en 2013, mais à partir de 2016-2017, il y a beaucoup de chefs qui ont ouvert leur restaurant et ils voulaient des assiettes un peu artisanales avec des petites séries et personnalisées. Et comme il n'y avait pas beaucoup d'ateliers de céramique à ce moment-là, ils essayaient un peu partout. Et c'est vrai que moi, j'avais jamais fait d'assiette et un chef vient me voir, il me dit « Bon, j'en veux 150 ». Et puis moi, j'étais là « Ok ». Et j'en avais jamais fait en série comme ça, donc j'ai trouvé un système. Et c'est tout simple, j'ai pris des bases de pots de plantes qui sont donc en terre cuite, et donc je m'en sers comme moule. Donc en fait, comme il les voulait assez rapidement, et que moi je me suis dit tiens, c'est une bonne opportunité, je vais la prendre et puis je me débrouillerai après. Donc j'ai été vite un peu partout chercher des solutions, et j'ai trouvé cette solution efficace et peu chère, donc c'était bien. Et aussi, ce que je voulais dire par rapport au rôle de l'éducation dans l'enseignement artistique, la fondation en fait première de ce que moi je trouve, de ce que je retiens en tout cas beaucoup, c'est de nous apprendre à regarder, d'analyser et de s'ouvrir au sensible. Donc de vraiment être à l'écoute de tous les détails, de tout ce qui se passe autour de nous, et que, en fait, même si on se dit, ok, on m'a demandé des assiettes, j'aurais pu dire, non, moi je fais pas d'assiettes, je suis artiste, je veux faire des sculptures, c'est pas ça qui m'intéresse. Mais en même temps, je me disais, bon, le processus, je travaille toujours la terre, c'est quand même un matériau qui me plaît, je suis toute seule dans mon atelier, j'ai personne qui est au-dessus de moi qui me dit ce que je dois faire, comment je dois le faire. Donc on peut aussi très bien prendre un travail à côté, mais là, ça me permettait de me donner un cadre
et en restant aussi indépendante et libre de pouvoir organiser mon temps comme je voulais. Et voilà. Donc là, je vais vous faire un petit défilé des assiettes. Il n'y a pas que des assiettes, hein, évidemment. Du coup, on a développé la gamme. Voilà. Et au milieu de tout ça, donc je fais de la céramique, mais j'ai aussi ce petit groupe de performance musicale avec Maya Duverdier. Je pense que vous l'avez vu pour son film Dreaming Walls, elle est venue le présenter. Et ce que je trouve important là-dedans et ce que j'ai envie de partager, c'est l'importance aussi dans une pratique d'avoir un pôle d'amusement et d'expérimentation libre. C'est-à-dire que ça, on le fait par pur plaisir, on n'a aucune attente, il n'y a aucune demande, c'est vraiment nous, voilà, on s'amuse. Et je trouve qu'en fait, c'est vraiment au service du reste. Parce que là, on peut s'autoriser à se tromper, à jouer, et c'est que de la créativité qui fleurit à d'autres moments, dans d'autres choses. Et ça, c'est vrai, c'est un projet qu'on a toutes les deux en parallèle depuis la fin des Rocailles. Parce que voilà, c'est un artiste invité qui est venu et qui nous a proposé un exercice de créer un personnage musical. Et ça nous a beaucoup amusés. Et c'est vrai que depuis, on le continue toutes les deux en parallèle de nos activités plus lucratives, sérieuses, ou je sais pas. Et donc, je vous mets juste une petite... Ouais. C'est pas tout jeune, mais on n'a pas eu le temps de faire les nouveaux... Mesdames et messieurs, veuillez évacuer la zone de bain. Méduse, méduse, à quoi tu t'amuses? De tes longs filaments, tu m'entoures délicatement. Méduse, méduse, à quoi tu t'amuses? De tes longs filaments, de tes longs filaments. Sous ton emprise, j'ai comme les deux doigts dans la prise, le courant passe. Oh, je trépasse. Tu viens avec toute une armée, terroriser les vacanciers, guerrières des mers. Tu ne manques pas d'air. Méduse, méduse, à quoi tu t'amuses? De tes longs filaments, tu m'entoures délicatement. Méduse, méduse, à quoi tu t'amuses? De tes longs filaments, de tes longs filaments. Et me voilà à l'hôpital en train de gueuler: maman, j'ai mal, alerte rouge. Dans l'eau ça bouge, alerte rouge. Dans l'eau ça bouge. Méduse, méduse, à quoi tu t'amuses? De tes longs filaments, tu m'entoures délicatement. Méduse, méduse, à quoi tu t'amuses? De tes longs filaments, de tes longs filaments. Voilà. Du coup, c'est assez marrant parce qu'on continue encore à faire des concerts et toutes les deux, on n'aurait jamais imaginé ça. Donc voilà, on fait des concerts là où on propose ou là où on nous propose et on a vraiment fait tout et n'importe quoi, j'ai envie de dire. Et ce qui est marrant, c'est marrant de voir qu'en fait, avec ce détachement complet et où on est là juste pour s'amuser
qu'en fait, voilà, ça peut être pris au sérieux par d'autres. Et que finalement, quand on le fait, c'est vraiment un moment Enfin, c'est super. Et vous pouvez écouter le reste des chansons sur Spotify, parce que oui, la blague, finalement, a été poussée assez sérieusement. Donc voilà. Non, ça va. Ok. Donc du coup, après toute cette phase donc, de l'atelier, de la création, beaucoup d'assiettes plus tard, là c'est un 3e enfant qui est dans mon ventre. Et voilà, à chaque atelier, à chaque enfant, il y a eu un nouvel atelier. Et ils sont vraiment moteurs, ces enfants, je ne sais pas. Et du coup, ce qui est important pour moi, c'est vraiment le faire, en fait, était vraiment crucial dans tout, en fait, j'ai envie de dire, même dans la musique ou quand je fais une sculpture ou faire une assiette. En fait, ça me permet, je sais pas, ça me donne un cadre et je me dis juste, parfois, quand je dois faire une série de 150 assiettes, je les fais, tac, je suis dans un espèce de moment assez méditatif. Et après, 3 jours après, je me dis, ok, maintenant j'ai envie de faire une sculpture, je vais faire un objet, un énorme pot ou quelque chose qui n'a pas de sens. Et là, dans cette boutique, du coup, j'avais eu l'opportunité de louer cette boutique. Donc, je voulais vendre les objets utilitaires et derrière, j'avais mis un truc de tarot pour faire des lectures de tarot. C'était assez marrant comme endroit. Ouais. Après ça, c'est un autre. Après, oui, là, il y a eu le Covid entre-temps, donc j'ai décidé de la fermer parce que je savais pas du tout ce qu'il allait se passer. Et donc ensuite, j'ai ouvert l'atelier où je suis maintenant encore. Et ce qui est drôle, c'est que du coup, en revenant aux assiettes, en fait, j'ai pas pu manger dans mes assiettes pendant 3 ans. Et en fait, un jour, il y a un restaurant qui m'a invité, qui ouvrait, et il m'a invité à l'inauguration du restaurant et j'étais obligée du coup de manger dedans. Mais moi, je faisais des assiettes et j'arrivais pas du tout à passer le cap. Même dans l'atelier, quand je devais manger un truc, j'arrivais pas. C'était un objet, enfin, c'était trop précieux. Ou je sais pas, où je me disais, je peux pas manger dans un truc que j'ai fait. Enfin, ça n'a aucun sens. J'y arrive pas. Et pourtant, oui, il y avait déjà plein de personnes qui mangeaient dedans. Et du coup, je me suis dit, voilà, comment en fait l'objet utilitaire peut dépasser cette fonction-là. Après, c'est parce que c'est moi qui l'avais fait, certainement. Mais du coup, de juste changer mon regard parce que j'ai dû finalement manger dedans. Ça a complètement démystifié tout ça. Et j'ai vraiment, du coup, après ce moment-là, j'ai vraiment assumé le fait, oui, je fais des assiettes, c'est quelque chose d'utilitaire, peu importe. Et j'ai commencé un petit peu à scinder un peu en deux la partie de la... Enfin, à comprendre en fait que je faisais des assiettes. Mais ça a mis du temps. Voilà. Ouais. Et du coup, c'est aussi cette idée aujourd'hui, je me rends compte que de faire des assiettes ou d'en avoir fait me permet de faire de la sculpture. Donc j'ai vraiment une liberté dans mon temps de travail, d'organisation, c'est-à-dire je vais à l'atelier. Enfin là, du coup là, je reviens juste sur l'atelier pour du coup vous expliquer un peu tout comment ça se passe aujourd'hui. Mais donc là, j'ai la partie où finalement je devais donner des cours, j'en donnais encore. Là, c'est la boutique. Quand j'avais du coup fermé l'autre, j'avais récupéré toutes les pièces que j'avais faites. Je les ai remises là, et puis là, c'est moi qui fais des grands pots. Donc voilà, donc il y avait un peu tout mélangé, et derrière, là, vous voyez ma petite table qui me permet de faire mes assiettes à la chaîne, qui me fait des plaques de terre, et je les mets dans des moules. Bon, à la chaîne, c'est un grand mot, hein, mais voilà. Et du coup, ce que je trouve chouette aujourd'hui, quand j'ai fait cet exercice de faire cette conférence, de vous présenter tout ça, et d'ailleurs j'ai envie de vous le dire, dans 10 ans, faites semblant que vous allez faire une conférence, ou faites une conférence même à tous vos copains, ou peu importe, parce que c'est un super exercice de regarder ce qu'on a fait, de se dire, finalement j'ai quand même fait pas mal de choses, je me suis bien amusée, et j'ai quand même bien galéré aussi. Mais ça permet de faire un joli point de là où on en est. Et même là, j'arrive à vous dire tout ça parce que j'ai fait cet exercice-là.
Et du coup, j'ai remarqué qu'il y avait toujours qu'il y avait un dialogue entre sensibilité et élégance dans mes créations, qui était influencé par la vie quotidienne au Portugal, donc la couleur des maisons, la lumière. Donc ça paraît un peu bête, mais c'est quand même important aussi l'environnement dans lequel on se place. Bon, évidemment, voilà, d'y être attentif et tout ça, mais je trouve que c'est très riche. Et donc aujourd'hui, j'ai un peu toute une pratique assez diverse. Donc je fais quand même pas mal de ponts entre des commandes. Donc j'ai ouvert une nouvelle boutique qui est juste à côté de l'atelier. Donc l'atelier est au 78 et la boutique est au 74. Et tout ça s'est fait de manière assez organique, où c'est un jour la propriétaire de la boutique d'à côté, qui est très bavarde, qui venait parler, dit tu connais pas quelqu'un. Et puis au culot, je lui ai dit moi, mais il me faut les meilleures conditions possibles, parce que je sais pas ce que ça va être. Là, on était juste après le Covid, donc elle trouvait personne parce que tout le monde était mort de trouille. Et puis finalement, elle m'a dit très bien, je te fais les conditions que tu veux, et puis tu viens. Et j'y suis toujours aujourd'hui, et c'est chouette. Et ce qui était bien, c'était de dégager aussi de l'atelier l'espace de vente, parce que quand on est en train de faire des choses, qu'on est concentré, et qu'il y a des gens qui viennent, qui se promènent, on n'est pas du tout dans le même rythme, et c'est très agaçant. Au début, on est motivé parce qu'on se dit, allez, ils vont m'acheter un petit truc. Puis à la fin, on a juste envie de leur dire, non, en fait, je préfère faire mes assiettes ou ce que je suis en train de faire plutôt que de vous donner du temps. Donc du coup, c'était très important en fait de scinder les deux espaces. Et puis même pour moi, d'avoir dans l'atelier, parfois il y a des moments où je suis assise et je fais rien. Mais voilà, je me nourris, je touche de la terre, je cherche en fait. Et d'être tout le temps interrompu dans ces moments-là, c'est assez désagréable. Voilà. Et du coup, après, en parallèle, j'ai ouvert un autre espace. Donc tout ça, c'est dans la même rue. En fait, c'est... En fait, donc... Ce qui est marrant, c'est que c'est vraiment ces 3 photos qui se sont en fait déplacées dans 3 lieux différents. Et tout ça dans la même rue. Donc j'ai eu de la chance de trouver tout ça dans la même rue, parce qu'en termes d'organisation, c'est quand même plus facile. Et donc ça, c'est le workshop qui est dédié aux cours et aux résidents. Donc ce que j'appelle des résidents, c'est des gens qui viennent seulement pour faire leurs pièces. Ils ont l'atelier à disposition, les fours, les tours, les mâches, tout ce qu'il faut pour travailler. Et on s'occupe de cuire leurs pièces et tout ça. Donc voilà. Et ce qui est génial aujourd'hui, c'est de pouvoir, en fait... donc j'ai créé toute cette économie, parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment une entreprise qui tourne. Des fois, je me demande comment, mais ça marche, c'est bien. Et donc, à côté de ça, je peux maintenant... Bon, ça, c'était les années difficiles. Et là, j'ai l'impression d'en sortir un petit peu, où tout ça s'est mis en place. Ça a un peu trouvé son équilibre. Et maintenant, je peux jouer un peu plus entre production, donc ce que je vous disais tout à l'heure. Quand des clients rentrent à la boutique, ils peuvent acheter les produits finis. Mais souvent, ils font des commandes personnalisées, donc de séries d'assiettes ou de sets pour chez eux. Et donc, j'ai quelqu'un qui m'aide à produire une partie des commandes et moi qui fais l'autre partie. Donc, il y a toute cette partie-là. Ensuite, maintenant, j'ai un peu plus de temps pour retourner un peu à des objets plus créatifs. Et toute cette partie des cours où là, c'est beaucoup de management. Donc, il faut choisir les horaires, il faut choisir les professeurs, il faut gérer la jeune fille qui travaille là-bas. Après, il y a aussi gérer la fille de la boutique quand elle est malade. Il faut gérer celui qui travaille avec moi, s'il peut ou pas faire cette commande, s'il est disponible à ce moment-là. Donc en fait, on est divisé en plein de choses. Enfin, je suis divisée. Peut-être je dis on parce que j'ai l'impression qu'on est plusieurs. On est plusieurs, mais non. Donc voilà. Mais tout ça pour... Ah oui, du coup, il y a... Enfin, tout ça pour vous dire que
par tout ce parallèle, en fait, d'avoir accepté cette commande ce jour-là, je pense que j'en suis arrivée là. Donc, en fait, ça tient à peu de choses. Et même pour un artiste, parfois, c'est de rencontrer un galeriste au bon moment, avec une bonne œuvre. Enfin, voilà, bah là, moi, c'était un peu ça. Donc, ça a été quelque chose de beaucoup plus terre à terre, mais qui m'a permis, en fait, de garder toute ma liberté. Et je trouve qu'aujourd'hui, c'est vraiment ça où j'appuie fort, parce que je crois que c'est ce dont je suis le plus fière. Voilà. Et du coup, en parallèle de toutes ces productions, de cette gestion de tous ces espaces, j'avais développé cette série d'animaux. Donc c'est un peu l'idée qui était donc montrée à cette exposition Les vents, les astres et la mer au Casino Bellevue à Biarritz. Et voilà. Et c'était assez chouette de revenir ici à Biarritz, de montrer ces objets-là. Ça m'avait vraiment touchée. Et donc là, l'idée, c'était juste de faire un peu les animaux de l'Arche de Noé, mais comme s'ils avaient un fardeau à porter, genre, voilà, déjà une histoire, comme un peu nous tous portons notre éducation, la religion dans laquelle on a pu grandir ou pas, tout ça, enfin, même toutes ces expériences de vie, toutes ces chutes, toutes nos réussites, un peu voilà, comme si c'était un Arche de Noé, mais déjà, on n'est plus vierge de tout, on porte notre sac à dos, bon, qui est quand même assez joli, hein, mais qui peut être un peu lourd. Et après, dernièrement, j'ai aussi réalisé cette série de patates et des lampes. Donc là, on est vraiment dans le voilà, où tout est assez bien mélangé, dans le sens où on a une lampe qui est faite, qui éclaire une pomme de terre au sol. Donc je les ai vendues au prix au kilo, ces patates. Donc c'était assez voilà, simple comme idée, mais je trouvais ça assez drôle. Et donc elles étaient exposées dans la galerie d'un designer qui s'appelle Emmanuel Babled. Et lui, c'est marrant parce que quand on a préparé cette exposition, il voulait juste faire des objets à 4 mains. Donc là, c'est aussi on a fait les lampes qui sont au fond sur le mur. Là, ces espèces de lunes ou de planètes. Donc ça, c'est des plaques de céramique avec dessus de la lave fondue, de l'Etna, parce que tous ces meubles-là sont faits en lave aussi, à part les lampes. Et du coup, il était mort de trouille à l'idée que je fasse des objets qui n'avaient pas de fonction. Donc il me demandait sur les patates de faire un trou pour mettre une fleur. Je dis non, on va pas mettre un trou et mettre une fleur. Il me dit ouais, mais tu sais, après avec l'art, il faut expliquer, il faut justifier, tu vois, si quelqu'un il me demande, je vais être là, je dis tu dis que c'est des patates, c'est pas grave. Et en fait, je trouve, moi c'est vrai que pendant mes études d'art, j'ai souvent souffert un peu de ce truc où il fallait toujours expliquer, il fallait que ce soit machin et tout. Et puis là, en fait, quand j'ai un peu voulu dérouiller. Et bon, après, c'est un exercice hyper bien à faire pendant l'école parce qu'on peut s'en débarrasser qu'en sortant de l'école. Mais on peut s'en débarrasser, en vrai. Et du coup, en fait, comme moi, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait d'expo, que j'étais dans mes bébés, dans mes assiettes, dans mes trucs hyper en fait, cadrés et un peu, au final, un peu chiants. Au bout d'un moment, j'ai eu envie d'exploser et de repartir vers des objets comme ça. Bon, les animaux, j'étais bien avec eux parce que, bon, après, voilà, ils étaient mignons. Enfin, bon, voilà, c'était pas... Mais les patates, j'étais très contente de juste affirmer et de dire, non, c'est des patates et on les vend au prix du kilo. Et puis, voilà, c'est fait. Et j'étais contente qu'elles soient présentées aussi avec des objets utilitaires et qu'on ait aussi travaillé sur ces objets ensemble. Et qu'en plus, il y ait ça un peu comme contraste. Et du coup, aussi, ce qui est assez marrant et ce que je trouve intéressant dans le fait de sortir de notre pays aussi, c'est qu'au Portugal, du coup, il y a une communauté française qui est... parce que du coup, Emmanuel est français aussi. Mais en fait, ça crée... donc c'est assez difficile, c'était assez difficile pour moi quand je suis arrivée. J'ai fait beaucoup d'expositions dans des lieux d'expo portugais. J'ai vraiment essayé de rentrer dans
dans le milieu de l'art portugais. Et c'est aussi un peu à ce moment-là où j'ai dit mais faire des assiettes, parfait, parce qu'en fait j'en peux plus de ce milieu hyper fermé, hyper... Enfin voilà, c'était dur. Et du coup, ça m'a vraiment aussi fait du bien de me retrouver à faire des choses où j'avais pas à penser. Voilà, je fais ces assiettes, on me fait une facture, pouf, ça va dans un resto, il y a des gens qui mangent, ils sont contents, moi je suis contente. Enfin, c'était simple et ça m'a reposée, je pense. Mais c'est vrai que maintenant, j'ai quand même envie de nouveau de m'amuser à faire autre chose. Tout ça pour dire, je ne sais plus, mais... ouais, enfin donc voilà, donc de refaire ces expositions et oui, et donc de la communauté française. Donc après, j'ai un peu glissé vers cette communauté française qu'au début je refusais un peu de pénétrer, de peur d'y rester coincée. Et puis j'y suis coincée, mais bon, mais pas que. Enfin, du coup, j'ai quand même beaucoup de liens avec les Portugais, mais plus dans le travail que dans le personnel. Et finalement, ça crée des... Enfin, je me suis retrouvée à des endroits où je ne me serais jamais retrouvée en étant restée ici. Voilà, je me suis retrouvée à l'ambassade de France à faire un talk avec les plus grands designers français. Et je me disais, mais qu'est-ce que je fous là, en fait? Alors après, évidemment, je pense qu'il y avait le quota féminin, machin, bon, parce qu'il n'y avait que des grands noms assez... Enfin bon, voilà, aujourd'hui, il faut faire attention et rajouter du féminin. Pas que, voilà. Bref, mais du coup, c'était assez marrant et c'était des exercices aussi intéressants pour moi, même si c'était très intimidant. Et donc voilà. Et donc aujourd'hui, j'ai cette chance de pouvoir organiser mon temps comme je veux. Et donc parfois, je vais passer la journée à faire 3 assiettes. Pendant qu'elles sèchent, je vais faire un petit peu une autre patate. Ou j'ai les Ginettes qui nous demandent... avec les Ginettes, on se dit, tiens, on va faire une nouvelle chanson. Donc paf, j'enregistre un peu ma petite chanson. Après, je fais un petit peu d'écriture. Enfin, bon, voilà. Donc en fait, je tourne un petit peu comme une mouche dans mon atelier, entre tous les petits pôles. Puis en même temps, j'ai une petite réunion avec la fille de l'atelier là-bas, du workshop, parce que il manque de la terre, ou parce que les résidents ils râlent, parce que c'est trop cher, ou parce que ceci, parce que cela. Donc voilà, de toujours être comme ça, un peu, de passer d'un pôle à l'autre. Donc ça peut être un peu fatigant, mais c'est en même temps aussi très stimulant. Et il y a des moments aussi où je ferme le store de mon atelier et il y a marqué voilà, visite sur rendez-vous. Et puis tout le monde sait qu'il ne faut pas rentrer, pas me déranger, parce que voilà, c'est un moment où là, du coup, il y a la petite mouche, elle a arrêté de tourner, elle est assise sur son... Enfin, elle est dans un truc et il ne faut pas me déranger. Donc voilà. Donc c'est assez... Enfin, c'est quand même assez stimulant. Et donc là, dernièrement, ce qui se passe, c'est que j'avais envie de vraiment scinder mon travail entre donc toute cette partie utilitaire et de faire vraiment une marque et donc aussi d'avoir un peu d'aide dans la production, que ce ne soit pas moi qui fasse tout, et ensuite d'avoir une partie plus créative et de pouvoir inviter aussi des copains pour faire des collaborations. Et donc là, dernièrement, j'ai invité Benjamin Artola, qui aussi était dans la promotion dans ma promotion. Et donc voilà, et ce qui était marrant, c'est que pendant que lui, il faisait les petits dessins sur ses verres et tout ça, moi j'étais en train de faire les assiettes pour pouvoir aussi créer ça. Donc en fait, c'était à la fois frustrant parce que je me disais, lui il est là-bas, il s'amuse, il fait ses petits dessins et tout, et moi je suis là, je fais les assiettes, parce que du coup ça finance ce qu'il est en train de faire. Puis après je me disais, ouais, mais en même temps c'est hyper chouette, enfin quand même, tu te rends compte, tu peux l'inviter pour faire des trucs, et puis c'est hyper joli. Enfin voilà, du coup c'est assez... Enfin, c'est toute cette mise en place qui est assez satisfaisante. Et donc là, c'était la première collaboration que j'ai mise en place comme ça. Donc là, on a vraiment... Parce que après la céramique, c'est un temps très long. Donc il faut d'abord faire des tests, cuire des choses et ensuite vraiment se mettre au travail. Donc là, c'était la partie de test. Voilà, donc tout ça pour dire que pour moi, créer, c'est vraiment une posture de vie où tout se mélange. Donc la création, je trouve que c'est un processus riche et j'ai envie de dire, c'est un peu peut-être
un gros mot, mais je trouve que c'est assez sensuel, dans le sens où ça nourrit, c'est doux, et je trouve voilà, que ça crée des opportunités aussi, et de savoir les créer nous-mêmes et de les saisir. Et c'est important donc de trouver l'équilibre donc entre les rôles qu'on a dans nos vies, nos attentes et nos ambitions. Ce que je trouve chouette, c'est de se donner un but ou d'avoir une envie et de se dire « Ok, je peux y arriver, mais en passant par plein de chemins. » Et c'est pas parce qu'à un moment donné, j'ai pris un petit virage sur le côté que je ne reviendrai pas là où j'ai envie d'être. Et du coup, de trouver une économie aussi qui nous permet de garder cette liberté. Donc ça peut être donc quelque chose qu'on crée nous-mêmes, mais ça peut être aussi d'avoir un travail à côté qui nous libère l'esprit, mais qui nourrit aussi à la fois ce qu'après, quand on se retrouve à l'atelier, ça va faire jaillir des choses quand on arrive dans l'atelier. Aussi, c'est important, je trouve, d'avoir un lieu de travail. Si on peut avoir cette chance-là, c'est quand même l'atelier, c'est quand même vraiment un bel endroit. Et de s'autoriser à explorer sans pression. Donc comme je vous disais, des ginettes ou même d'autres choses, de juste... je trouve ça important. Et être attentif et sensible à tout ce qui nous entoure. Et parfois dire... de se lancer dans un chemin peut nous ramener vers celui où on voulait aller à la base. Et voilà. Je sais pas si vous avez des questions. Salut. Du coup, en fait, tu n'as pas trop parlé de je pense par choix, de ton travail à l'école, et je me demandais si, en fait, tu faisais déjà que de la céramique, ou parce que tu parlais de, justement, comment tu avais du problème à te justifier. En ce moment, moi, j'ai un peu ça aussi. Et non, mais du coup, comment t'en arrivais à te dire, en fait, je vais faire que de la céramique en sortant de l'école, et est-ce que vraiment, avant, tu touchais à tout et tu t'es dit, je fais de tout et j'adore ça, ou est-ce que juste, tu as toujours fait que de la céramique, quoi, vraiment. Oui, non, à l'école, j'ai touché à tout. Je pense qu'on a dû toucher à tout. Donc, je faisais beaucoup de vidéos, de photos. Je faisais beaucoup de trucs d'ordinateur qu'aujourd'hui, je serais incapable de refaire. Bernard, je suis désolée, mais... Et non, je faisais beaucoup de choses comme ça. Après, on avait, avec Marc, à l'époque, il y avait un four de céramique avant qu'il crame. Mais on a... Hein ? On en a. Ah, vous en avez un ? Ah, trop bien. Trop bien. Ah, oui, les anciens, oui. Trop cool. Oui. Non, mais donc, au Rocaille, j'ai seulement fait un gâteau crotte, un espèce d'objet absurde avec Marc. Et après, j'ai complètement arrêté. Après. Et je me suis mise à faire du plâtre aussi. En fait, c'était selon les sujets de Marc, j'avoue. On avait fait une fois, il avait lancé ce truc de céramique. Après, on avait fait du plâtre. Après, on avait fait les petits pois cure-dents. Et du coup, j'ai fait... mon diplôme, même ici, c'était plein de choses. Et après, en Suisse, j'ai fait pas mal de photos. Mais pendant du coup, le diplôme en Suisse, en sortant des Rocailles, j'avoue, c'était un peu dur. Parce qu'on était tellement encadrés, on était vraiment une petite famille, on était vraiment chouchoutés. Et parfois, j'avoue, la sortie peut faire mal. Et surtout, après, j'étais chez mes parents. Non, j'étais pas chez mes parents, mais j'étais à Biarritz. Bon, voilà, j'étais très coucounée, on va dire, j'imagine. Et quand je suis partie en Suisse, j'ai rien fait pendant... c'était 2 ans le master. Bon, entre-temps, j'étais allée habiter à Bruxelles pour étudier en Suisse. Puis après, je suis partie en Suisse finalement en me disant que ça faisait plus de sens. Parce qu'en Suisse, c'était un master, on avait un cours par semaine, par mois. Donc en fait, on pouvait être un peu... Et du coup, si au Rocaille, j'ai quand même dû beaucoup me justifier. C'était l'exercice en fait. Donc je répondais à l'exercice à l'école en fait. Et puis je pense que j'étais quand même un peu une bonne élève. Enfin, j'avais envie d'être une bonne élève. Pas faillotte, mais presque. Je sais pas.
Et du coup, Fayotte un peu par devant, parce qu'après... Mais du coup, oui, donc j'ai bien fait les exercices. Et après, en Suisse, c'était l'inverse. J'étais lâchée dans une espèce de... Enfin, c'était très, très libre. Et là-bas, on me demandait encore plus de me justifier. C'était vraiment un peu même conceptuel. Et tout. Enfin, tous mes collègues étaient assez conceptuels et tout ça. Et moi, j'étais perdue là-dedans. Je savais pas quoi faire. Donc pendant 1 an et demi, j'ai rien fait. J'ai montré des vieilles photos, j'ai montré des vieux trucs d'ici, enfin des rocailles, j'ai un peu inventé des trucs, mais c'était vraiment dur. Et en fait, 6 mois avant le diplôme, la directrice du master me dit « Bon, Cécile, il va peut-être falloir faire quelque chose ». Et là, je me suis dit « Oui, elle n'a pas tort ». Et donc, je suis allée acheter un sac de plâtre, parce que c'était le moins cher en Suisse, comme on devait payer le matériel et que je ne savais pas quoi faire d'autre. Du coup, j'ai fait des petites sculptures en plâtre qu'on a vues au début. Et de là, le jour du master, en fait, c'est un peu le jury. Enfin, si j'avais un peu mon idée de base, du coup, j'avais un peu inventé un monde comme si c'était des petits vaisseaux. Non, c'était des amulettes pour protéger les gens de leur, de ce qui se passait à l'intérieur d'eux, mais qu'en même temps, il fallait qu'ils protègent leur amulette parce qu'elle était fragile en plâtre. Donc, si elle tombait, elle était cassée. Et puis, c'était voilà. Et puis en fait, c'est le jury qui a un peu parlé pour moi aussi, en me disant donc c'est un abécédaire de machin, votre esthétique, votre langage. Et oui, tout à fait. Voilà. Parce que c'est vrai que en fait, mais ça, je l'ai un peu remarqué a posteriori que ça, en fait, c'était difficile de justifier ou quoi. Et en fait, sur l'exposition des petites amulettes sur les blocs de Liège, c'est assez marrant parce que aujourd'hui, avec le recul, j'avais demandé à Vincent Labaume d'écrire un texte. Il avait écrit un texte magnifique. Et en fait, j'ai un peu l'impression que c'était le ChatGPT de l'époque, parce que je lui avais donné genre des mots-clés. Et il m'avait pondu un texte, mais fantastique. Et j'étais là, waouh, bah ouais, non mais franchement, il y a concurrence à faire. Non, et du coup, voilà. Donc en fait aussi parfois quand on sait pas trop, il faut demander de l'aide. Et là vraiment, je savais pas quoi faire, je savais pas quoi dire pour promouvoir l'exposition. Et je me suis dit, quoi de mieux que de demander à Vincent. Et il a gentiment accepté. Du coup voilà. Donc parfois, si on n'arrive pas à nous-mêmes rédiger ou à avoir le recul suffisant, je trouve que juste en ayant des mots-clés, des intuitions ou des genre là, je savais très bien pourquoi j'avais fait ça. Voilà, c'était encore un peu cette idée de l'amulette. Là, c'était le fétiche, en l'occurrence. Et du coup, après, voilà, il y a des personnes qui savent bien parler de ça pour nous. Mais bon, il faut quand même faire l'exercice au début de... Il me semble me rappeler, mais je n'en suis pas tout à fait sûr, parce que quand même, ça remonte, mais que ces formes-là existaient déjà au rocaille, sous une forme assez différente, en dessin et en sculpture, plutôt colorée, un peu pop, en dessin. Ouais. En dessin, ouais, et très coloré. Et c'est marrant parce qu'on arrive quand même à avoir une espèce de ligne formelle qui se déroule, la fonctionnalité qui arrive à un moment donné de l'objet, avec la difficulté justement de l'assumer, mais il y a une forme d'insistance, de fil formel, alors pour le coup, puisque le sens t'ennuie, ou du moins c'est pas ça qui t'intéresse. Et c'est assez marrant, oui, de voir les années passées en tournant autour de plusieurs formes. Du pot. C'est ça, de l'assiette. Il est là le pot, tu vas le voir, le pot. Pourquoi on ne pourrait pas manger dans une amulette ? Tiens. Oui, pourquoi pas. C'est vrai. Pourquoi l'assiette est toujours ronde ? L'assiette est toujours ronde. Il y a 3 jours, on est allé dans une pizzeria. J'ai contrarié les 10 personnes au dîner parce que l'assiette avec le couteau, c'était une assiette métallique sous la pizza. Et le couteau, en fait, retirait un peu de métal quand on coupait sa pizza. Il n'y a eu que moi qui l'ai remarqué. Ça a contaminé tout le repas. Il y en a qui n'ont pas fini leur pizza. Ils ne s'en rendaient pas compte.
Alors, pourquoi l'assiette est toujours ronde? Est-ce que parfois c'est la surface aussi qui peut amener à une forme? Le satin, enfin, les amulettes sont plutôt mates, enfin tes premières périodes. Est-ce que tu lèches beaucoup les surfaces aussi par rapport à... Si je lèche les non, parce que en fait, entre le mat et le brillant, dans l'assiette par exemple, moi je trouve ça assez désagréable les assiettes mates parce que ça fait du bruit, ça raye et en vrai ça protège. Enfin, c'est moins doux et en fait l'assiette se fait beaucoup remarquer. Et c'est vrai que moi en fait ce que j'essaye de développer dans mon travail d'assiette, c'est que ce soit quelque chose de très léger, mais qui est quand même une force. Là, du coup, ce qui est drôle, c'est que la couleur est dans toutes les assiettes, mais le côté graphique est tout blanc. Donc ça, c'est un peu dissocié. Mais la forme de l'assiette ronde et les textures, moi, j'aime pas les assiettes carrées. Je sais pas, j'aime pas. Parce que je trouve que manger dans un angle, c'est pas très agréable. Et souvent, mes assiettes sont plutôt brillantes, oui. Et aussi, le côté mat, on voit les traces des couteaux. Enfin, ça laisse, en fait, je ne sais pas si c'est du métal, mais ça laisse une marque. Donc, quand vous voyez les assiettes qui sont toutes rayées, enfin marquées, c'est pas très joli, même quand on voit qu'il y a plein de gens qui ont mangé avant nous. Enfin, ça... C'était pas très agréable, effectivement. Ouais. Cette expérience d'il y a 3 jours. Ouais. Avec Benjamin Artola, ça reste mat aussi après ses décors? On ne sait pas encore, Là, les tests ont été faits en brillant, mais on ne sait pas sur trop. la photo, c'était pas encore cuit? Non, c'était pas encore cuit. Non. Là, maintenant, c'est cuit. Et j'ai fait brillant pour simplifier. Oui. Mais du coup, tu vois, Fred, là, ça, c'est des pots en terre cuite que je fais. Et du coup, il y a tous les dessins géométriques qui sont dessus. Donc après, c'est aussi se balader entre ça, mes formes. Et même ce que vous avez vu sur les animaux, je les colle sur des vases, sur d'autres objets. Et là, je suis en train de... justement, là, aujourd'hui, j'ai reçu une commande de ces pots-là pour un hôtel de 60 pots. Donc on va danser autour des... Mais du coup, c'est un vrai travail parce que finalement, c'est hyper long de faire tous ces dessins. Et puis, chaque pot est unique. Donc, il y a vraiment... Et c'est là où, dans le processus, c'est assez intéressant parce que, en fait, je fais 60 pots pareils, mais finalement, il n'y en a aucun qui est pareil. Et c'est ça qui est stimulant aussi. Mais, ouais. Oui. Mais c'est drôle comment du coup, d'en parler, comment la couleur, en fait, maintenant, c'est dissocié. Je ne sais pas si là, j'ai toutes les... Non. J'ai pas de photos là de toutes les couleurs. Ouais. Non, et en vrai, c'est ce que je disais, c'est d'avoir un peu une esthétique en nous et que finalement, peu importe le moyen qu'on prend, en fait, elle ressort à un moment donné ou elle ressort toujours et puis... Ouais. Alors moi, je suis bluffé parce que tu as acquis ton autonomie de production. T'es à la fois dans l'artisanat, dans le commerce, on peut dire, dans l'école, parce que tu proposes des workshops, dans l'art, en étant inféodé à aucun de ces systèmes, en ayant une liberté de création, pas totale, mais elle n'est jamais totale, de toute façon. Tu as des contraintes, évidemment, tout ça. Moi, je trouve que c'est une réussite incroyable. Mais j'en doutais pas une seconde quand tu étais à l'école déjà, parce que tu avais cette indépendance qui te permettait justement de dealer avec le côté bon élève et en même temps de ne pas y croire. Et de faire... voilà. Donc, ce n'est pas une question, c'est que je suis admiratif. Alors, je vois la marque Cécile M comme... j'ai l'impression de voir Agnès B, quoi. Tu vois, mais bon. Et je me dis, waouh, quand même, parce que tu étais la première promo, tu étais de la première promo. On était vraiment une pension de famille, quoi. Enfin, je veux dire, il y avait... Voilà.
Bon, l'école a grandi depuis, mais toi, tu as grandi, waouh, presque plus que nous. Voilà, chapeau. Bah, merci. C'est tout. Après, je sais pas que tout ça aussi vient de mon enfance. J'ai quand même envie de dire merci à mes parents quand même aussi pour leur moteur, parce qu'ils fabriquaient des maillots de bain ici au Pays Basque. Et c'est vrai que j'ai toujours grandi dans un atelier, dans leur atelier, et c'était vraiment des travailleurs. Donc en fait, je pense qu'aussi j'ai vraiment cette valeur du travail, et sans que ce soit quelque chose de pénible. Donc en fait, parce que c'est vrai que là, quand j'ai préparé ça, j'étais là genre, mais what? Mais j'ai fait tout ça, enfin dis donc quand même. Parce qu'en fait, dans le quotidien, je m'en rends pas forcément compte, parce qu'il y a tellement de trucs à faire, qu'en fait, ouais. Et c'est vrai que je pense que c'est aussi lié à ça, à cette force de... Enfin, juste une petite question. Alors, c'était important pour toi de ne pas dépendre, justement, tu parles du milieu de l'art, voilà, c'est toujours chiant de dépendre d'un milieu artistique, notamment français, parisien, et surtout quand il est à l'étranger, il est encore pire que le milieu parisien, enfin, bon, etc. Et donc, ça, tu as réussi finalement, cette indépendance-là, par rapport, et qui est aussi une autonomie de création, enfin, de formes qui ne dépendent pas, voilà, d'une vague commande qui serait dans l'air du temps à laquelle il faudrait se soumettre. Je sais pas, tu sens ça? Oui, oui. Et ce qui est marrant, c'est que là, dernièrement, justement, le monsieur qui m'a commandé les pots, en fait, ce qui est drôle, c'est qu'il rentre dans la boutique pour voir des objets. Et finalement, quand je suis là, quand ça se passe, je dis non, mais venez voir à côté. Et en fait, là, par exemple, il a vu un dessin sur le mur et il m'a dit, je veux que tu me fasses ça en sculpture. Donc en fait, c'est marrant parce que si du coup, c'est des collectionneurs et qui viennent pour autre chose, parce que là, ils faisaient ce truc pour un hôtel, et donc ils voulaient des pots. Mais du coup, ça ouvre d'autres... du coup, un collectionneur peut venir me faire une commande ou une proposition de quelque chose sans passer par une galerie ou par quoi que ce soit. Et c'est vrai qu'à Lisbonne, il y a cette visibilité, et en plus, j'ai cette visibilité puisque j'ai la boutique dans la rue, ou même l'atelier et les workshops. Enfin, du coup, il y a pas mal de passages. Et c'est vrai que ça fait venir des gens intéressants. Et même, il y a une galeriste aussi à New York qui était intéressée pour vendre des grands pots. Enfin, oui, ouais. Mais je remarque que aussi la chance que j'ai, c'est que, en fait, souvent, dans cette... même dans les restaurants, les gens regardent sous l'assiette, puis après, ça les amène. Et dans cette... je sais pas comment dire... dans tout ce mécanisme... il y a beaucoup de choses qui viennent vers moi parce qu'il y a aussi une pluralité d'angles d'attaque. Je ne sais pas d'angles d'attaque, mais parce que j'ai envie d'attaquer personne, mais ça crée quand même une visibilité forte, malgré... pas malgré moi, mais oui. Il n'y a pas ce côté intimidant, fermé parfois pour les gens extérieurs du travail d'artiste, où on se dit, oula, il faut être initié, etc. Là, et comme tu dis, il y a plusieurs angles, donc du coup, c'est plus libre. Accessible. Voilà. Mm-hmm. Oui, ça impressionne, ça intimide moins, quoi. Oui. Oui. C'est vrai que dans la boutique, il y a les animaux, les animaux que vous avez vus, il y a des patates qui se promènent avec les assiettes et des théières. Enfin, c'est aussi ça qui est drôle, quoi. Et souvent, les patates, elles sont au sol, un peu dénigrées, mais quand quelqu'un a l'œil, il a l'œil. Enfin, c'est ça qui est marrant aussi. C'est que c'est pas... Ouais, la mise en valeur aussi, c'est assez naturel, quoi. Puis là, le dessin qui, du coup, se transforme en volume, ça me met aussi une... c'est assez marrant parce que finalement, c'est souvent comme ça. C'est le chef qui vient dans l'atelier qui me dit « Tu veux faire des assiettes ?» Je dis « Bah, ok. » Puis là, voilà, il a vu ce dessin en sculpture. Moi, je m'étais dit « J'ai pas le temps, je vais pas pouvoir le faire et tout ça, mais j'aurais bien aimé. » Puis là, je me dis « Ah, bah, super, je vais le faire. » Et puis en plus, il y a déjà un peu un but. Ce qui simplifie... En tous les cas, le récit était très clair et j'ai beaucoup apprécié, pareil, il y a toujours un côté tabou de mélanger profondément, entre guillemets, le réel, ce qui nous arrive et ta vie privée, et comme quelque chose dont il ne faut pas parler, surtout les enfants, sans être féministe du tout. Et justement,
quand tout à l'heure tu as dit c'est intéressant cette espèce de distance, et moi-même j'ai réussi à mettre des mots sur des choses dont je ne me serais pas rendu compte. Quand tu as exprimé le fait qu'à chaque enfant, tu ouvrais une boutique et que c'est eux qui te donnaient une forme de moteur, c'est des choses dont tu t'es rendu compte en temps réel, ou c'est plutôt après coup que... Non, c'est plutôt après coup. Mais en fait, c'est un peu comme si à chaque enfant qui arrivait, il fallait augmenter les nécessités de la famille. Et que du coup, voilà, il fallait, ok, maintenant j'ai un atelier, mais ça ne va pas suffire pour nourrir 2 enfants, il est trop petit. Donc voilà, et maintenant il faut un atelier plus grand, qui ait plus de monde, pour pouvoir voilà, nourrir chaque enfant. Et ce qui était juste aussi étrange, c'est quand Carmo, ma petite fille, est née, elle est née pendant le Covid. Donc le congé maternité a correspondu au Covid. Donc en fait, c'était parfait. Enfin, du coup, j'ai pu rester à la maison avec ma fille sans culpabiliser ou sans ne pas travailler. Et c'était juste intense parce qu'on était tous à la maison. Mais ouais, et je pense qu'il y a peut-être un peu cette idée-là, mais que je vois maintenant, en fait. C'est pas forcément quelque chose qui était réfléchi. Et puis aussi, surtout que, par exemple, cet atelier-là, alors le premier, c'est parce que c'était trop petit, vraiment. Et c'était un choix, mais celui-ci, c'est parce que la propriétaire a voulu arrêter le bail. Donc elle m'a dit, en fait, en décembre, il faut que tu t'en ailles. Et puis là, je me suis dit, ok, très bien. Et c'est vrai que j'avais un peu peur, mais en fait, comme j'étais dans cette nécessité de vraiment trouver autre chose, en fait, ça s'est fait super vite et j'ai trouvé l'autre espace qui était beaucoup plus petit, mais je me suis dit, il est bien placé et il n'est pas très cher. Et à cette époque-là, Lisbonne avait commencé déjà à augmenter beaucoup, parce qu'alors maintenant, les loyers, c'est genre pas possible, quoi. C'est hallucinant. Du coup, oui, là, c'était vraiment imposé, mais tout le reste, c'était des choix. Et finalement, ça s'est bien passé. Enfin, c'est chouette. En fait, c'est ça aussi de se dire, bon, voilà, là, je dois m'en aller. Et puis, au lieu de un peu me morfondre et dire, bon, voilà, non, allez, c'est pas grave, on va trouver autre chose. C'est que là, ça devait plus le faire ou qu'il y a autre chose mieux ailleurs. Enfin, en fait, c'est un peu bateau de dire ça, mais c'est quand même assez chouette de garder cet optimisme et cette volonté, en fait, de se dire, non, c'est pas grave, elle veut plus de moi, tant pis, moi, je vais aller trouver mieux ailleurs. Enfin, je trouve que c'est juste être battant, je dirais, mais de ne pas regarder derrière ce qu'on perd, mais plutôt de se dire, voilà, il y a quelque chose d'autre qui va s'ouvrir. Et pour le coup, c'est plutôt oui, bien. Oui, mais c'est un peu aussi des fois, comment dire, quand on est artiste, on ne sait pas où on va. Et toi, j'ai l'impression que tu en fais une espèce de force, c'est que, peu importe où tu vas, mais tu avances et ce qui arrive, et tu en fais quelque chose, mais comme un processus artistique, en fait, quand on est dans la création. Oui, et c'est là où je dis que vraiment créer, de vivre, c'est que la créativité, créer et la façon dont on vit, tout ça est vraiment lié. Parce qu'en fait, tout ce qui nous arrive dans notre vie nous permet de créer. Et justement, quand on mélange tout ça et que tout devient assez intuitif, sensuel et instinctif, en fait, c'est là où je pense que qu'en fait, les choses sont fluides parce qu'on n'est pas dans une lutte et que en fait, les choses qui se passent devant nous ne sont pas des obstacles, mais plutôt des choses qui construisent chaque choix et chaque mise en place d'une nouvelle étape. Et comme tu dis, on ne sait jamais où on va dans n'importe quelle... surtout dans la création, mais... Ouais. Si tu n'avais pas fait d'école d'art, tu aurais fait quoi ? Je voulais faire architecte, mais ça me... Et si... Hein ? Ils t'ont refusé ? Ils m'ont refusé direct. Ils ont vu mes notes de mathématiques et de... Et surtout, j'ai fait la prépa. Parce qu'en fait, j'avais fait l'école d'archi, j'avais été refusée. J'avais postulé du coup en prépa à Bayonne. Et après avoir fait tous les cours de... Je sais même plus dire le mot tellement ça a dû me dégoûter. Mais de trucs architecturaux, les dessins...
C'était avec perspective. Voilà, Dabadi qui donnait des cours. Ouais, je me suis dit, en fait, on va devoir faire autre chose, hein, parce que ça n'a pas marché. Et je pense qu'en fait, c'était peut-être déjà... En fait, j'avais déjà cette envie de faire les beaux-arts, mais je n'osais pas l'affirmer à mes parents, je pense, qui, eux, étaient dans un truc très artisanat et très, très commerçant aussi, parce que finalement, ils faisaient leurs maillots, mais ils avaient aussi une boutique où ils les revendaient. Et donc, en fait, je n'assumais pas, en fait, ce truc. Et donc, je me suis dit, bon, je vais peut-être leur dire que je vais faire archi, comme ça, tac. Puis une fois que j'avais pied dedans, ils ne pouvaient plus faire marche arrière. Et puis finalement, après, ils m'ont beaucoup soutenue et ils étaient assez fiers. Mais ce qui est drôle, c'est que j'ai l'impression d'avoir fait ce que mes parents font et en plus d'avoir rajouté quelque chose, d'avoir rajouté un étage, ouais. Ouais. Et puis tout ça toute seule. Mais bon, des fois c'est dur, hein, quand même, hein, on va pas se mentir. Hein. Mais c'est bien. Oui, pardon. Je disais quel statut tu as, parce que tu as commencé plutôt artistique, après par la commande de l'utilitaire plutôt artisan, et puis les cours, en fait, du coup, quel statut enfin, peut-être qu'à Lisbonne, c'est différent ou... Oui, en fait, ça aussi, ça a été pourquoi je suis partie de la France. C'est que quand j'ai voulu commencer ici une activité, justement pour déposer ce projet d'atelier de cowork céramiste, parce que c'est ce que je voulais faire ici en France, avec la Fondation de France. Et en fait, ils m'ont dit, oui, mais il faut que tu ailles à la Chambre des métiers, d'art et métiers, que tu t'inscrives et tout ça. Et j'y suis allée et ça m'a semblé tellement compliqué. Il fallait encore faire une formation, il fallait faire je sais pas quoi. Et ensuite, je suis allée au Portugal, je me suis renseignée là-bas. Et là-bas, il suffisait juste de remplir un papier, d'avoir un numéro de TVA et je faisais ce que je voulais. Et donc, j'étais pendant quand même 5 ou 6 ans travailleur indépendant. Donc, c'est l'équivalent de la micro-entreprise ici. Sauf que là-bas, c'est quand même plus intéressant. Et on peut donner... En fait, on dit, voilà, je suis micro-entrepreneur et je vais donner des cours, vendre des pièces et faire des sculptures. Et après... ça a un statut limité. Donc après, ça j'ai arrêté ce statut et j'ai ouvert vraiment une entreprise. Donc là, c'est l'équivalent d'une SARL, je pense, ou SEUL, je sais pas comment. Donc c'est une société où je suis la seule, pas actionnaire, parce que, mais bon, la seule. Bon bref, j'ai une société toute seule, de toutes mes parts, oui. Et dans cette société, en fait, il suffit juste de dire ce qu'on va faire. Donc, je donne des cours, je vends des pièces et je fais des sculptures. Ce qui est beaucoup plus simple, quoi. Ah ben oui. Mais c'est vrai que ça m'a aidée au début. Enfin, quand j'ai vu tout ça en France, toute cette bureaucratie, je me suis dit, oulala, ça m'effraie, c'est trop lourd, c'est trop compliqué, je m'en vais. Et en vrai, voilà, dans ces métiers d'art, quand je vois mes copines là, qui sont photographes et qui aussi écrivent ma copine Amy qui est photographe, qui écrit, qui fait du journalisme sur Yachting Classique, enfin voilà, dans les magazines, en fait c'est super galère. Elle déclare des trucs à la Maison des Artistes, d'autres dans son entreprise. Enfin bon, ouais. Ça c'est une chance. Ouais, la France, ça devient trop compliqué. Bon, il faut peut-être qu'il y en ait qui restent un peu, mais... Non, mais en tout cas, je vous conseille quand même vraiment d'essayer de faire une résidence à l'étranger, déjà pour vivre un peu à l'étranger, pour aussi vous confronter à d'autres choses. Et voilà, vous choisissez un pays que vous aimez, vous regardez les résidences, vous postulez. En vrai, c'est le point de départ de tout. Alors après, il faut bien réfléchir. Voilà, moi, je me suis mise dans une usine de céramique. Ça se trouve, j'aurais été ailleurs, j'aurais fait autre chose. Mais peu importe, en fait. L'important, c'est de le faire et de voir où ça nous mène. 3 enfants. 3 enfants. D'autres questions? Non? On va clôturer sur 3 enfants. Merci, Cécile.